Aller à l'école la boule au ventre. Parfois se cacher dans les toilettes du collège pour échapper à ses bourreaux. Et le soir, ça continue à la maison, sur les réseaux sociaux. Les chiffres sont vertigineux. Chaque année, près d'un enfant sur 10 est harcelé à l'école. Cela fait 1 million de victimes. Parce qu'on a tous un rôle à jouer, la MAE, numéro 1 de l'assurance scolaire, s'engage aux côtés des enfants et de leurs familles pour les accompagner et les soutenir. En parler, dénoncer, mais aussi questionner. Sommes-nous capables d'accepter la différence ? La MAE vous propose ce podcast documentaire sur le harcèlement lié à l'apparence physique, un nouveau fléau dans les cours d'école. Quand on se brosse les dents, on se regarde dans la glace, inévitablement. Il n'y avait pas besoin que je regarde mon visage de très près pour me rappeler « Ah oui, en effet, j'ai un visage qui est différent de celui des autres ». En primaire, déjà, j'avais un menton qui était beaucoup décalé. J'avais un visage très particulier. On me disait que je faisais une grimace parce que forcément mes deux mâchoires sont pas alignées. On me disait hey, pourquoi tu fais la grimace, etc. T'es bizarre. On m'appelait bec de lièvre ou le mouton. Elle avait dit que j'avais une tête de pigeon. Et elle a commencé à faire des remarques sur mon visage. Je l'ai ressenti que les gens allaient pas lâcher en fait. On voit des gens qui nous regardent, chuchotent et ils ricanent, et on se doute que ça part sur le fait qu'on est différent, qu'on a un visage un peu particulier. On aimerait bien être comme tout le monde, avoir beaucoup d'amis. J'ai commencé à sécher les cours, beaucoup, j'ai manqué beaucoup. J'ai fait une phobie scolaire très clairement. Au-delà du miroir. Un podcast d'Isabelle Saboureau et Pierre Chaffanjon. Épisode 2. Leur enfance, insouciante et heureuse, s'est assombrie lorsqu'ils se découvrent différents. En primaire, on se rend pas toujours compte de ce qui nous arrive. Étant petit, les élèves ne remarquent pas vraiment les différences. Au collège, au lycée, Clémence, Romane, Alia, Lucas et Thomas développent des stratégies pour affronter le regard de leurs camarades. Mon seul recoin de confort par rapport à ça, c'était ma maison. Je fuyais un peu les grands lieux où je pensais que c'était susceptible que je me prenne une remarque. Il faut vraiment que je me cache aux yeux des gens et c'est ce qui me bouffe un peu la vie, on va dire. Ce deuxième épisode nous plonge dans leur quotidien et leurs rituels pour se cacher ou au contraire, tenter de se faire accepter. Dès que j'avais à interagir avec des gens qui me connaissaient pas par ailleurs, et c'est rien contre eux, hein, c'est juste un peu naturellement, il y a ce fait que ils étaient peut-être moins à l'aise que je sois à côté d'eux, ou que je parle avec eux, ou que j'ai à interagir avec eux. Le pire, c'est que c'est pas le pire, mais c'est que je les comprenais quelque part. C'est que quand on voit quelqu'un qui nous paraît étrange, qui nous paraît peut-être, je dis pas que j'ai un visage qui était inquiétant, mais quand on est enfant, on fait souvent le raccourci entre c'est quelqu'un de différent de moi et c'est quelqu'un qui me veut du mal quelque part. On a souvent ce genre de mécanisme qui se met en place, et du coup c'est sûr que c'est pas j'en souffrais énormément, mais je les comprenais quoi. Ça me faisait du mal de pas être, en tout cas pas au premier abord, être aussi inclus que quelqu'un qui a un visage classique quoi, habituel. On voit des gens qui nous regardent, et qui derrière chuchotent et ils ricanent. C'est typiquement c'est ça qui est presque le pire, parce que on se doute que ça porte sur nous parce qu'ils nous regardaient et que ça leur fait rire, et ça les fait rire visiblement, et on se doute que ça porte sur le fait qu'on est différent, qu'on a un visage un peu particulier. Mais du coup ça prend toutes les ampleurs qu'on veut, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont dit, on ne sait pas ce qu'ils ont... J'ai envie de dire limite si les gens ils venaient face à moi pour me dire tu ressembles à ça ou tu ressembles à... je ne sais quoi,
Ça aurait été plus facile, je pense. Parce qu'au moins, j'aurais pu leur répondre, quoi. Il ramenait beaucoup l'harcèlement à mon apparence. C'est en fait qu'il me comparait au fait que moi j'ai un nez différent comparé à cette fille-là qui a un nez tout mignon, qui remonte en trompette, ou un nez dans la norme, parce qu'en fait il disait très clairement que mon nez il n'était pas dans la norme. Et ils se sont moqués de moi pendant des mois à dire que j'avais un visage différent, que j'avais un nez plat, plein de trucs comme ça, quoi. Il y a une fille qui avait fait un TikTok sur moi pour se moquer de moi. Mais je sais qu'elle avait fait un TikTok et qu'elle l'avait partagé à tout le monde sur les réseaux, parce que sur les réseaux c'est encore pire qu'en vrai. Tout le monde l'avait reposté en story, Snap, etc. Ils avaient créé un groupe aussi pour dire qu'ils allaient ruiner ma vie si j'arrêtais pas de parler d'eux. Tout ça parce que j'avais dit à des amis que j'avais fait un cauchemar et qu'ils étaient dedans. Ils ont décidé de créer un groupe pour me menacer très clairement. Ils n'ont pas été de main morte à m'insulter parce que les insultes ça allait avec, alors que je parlais à aucun d'eux, les menaces ça allait avec, c'était un tout en fait. J'ai commencé à sécher les cours, beaucoup, j'ai manqué beaucoup. Et à la fin où j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit ouais tu vas plus en cours. Si c'est pour que tu te lèves, tu pleures et t'es la boule au ventre dès le matin et que tu fasses une crise d'angoisse, ça sert à rien, tu restes à la maison. J'avais peur de retourner au lycée, de croiser mes harceleurs en fait, parce que j'avais peur de me faire frapper ou quoi que ce soit. C'était vraiment parti loin. J'ai fait une phobie scolaire très clairement. Les réseaux sociaux, TikTok, à l'adolescence, déjà dans la population générale, il y a des ados qui se protègent beaucoup de ça. Hein. Ceux qui sont un peu plus fragiles, ceux qui ils sentent que ça les met un peu dans une situation sensible, d'être comme ça, regardés sans que eux soient là. La caractéristique normalement du regard, c'est que c'est réciproque. Qu'on se regarde et on aménage. Voilà, c'est-à-dire que le regard de l'autre, on lui renvoie quelque chose, on se parle, on se dit, alors quelquefois c'est pas forcément très sympa, hein, mais il y a quelque chose de dynamique dans la relation. La différence avec le réseau social, c'est qu'en fait l'image, elle est, mais sans la personne derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un échange, ou alors s'il y a l'échange, il peut être aussi fait en dehors de la personne. Donc c'est ça qui pervertit un peu le truc, et qui pour des jeunes qui en effet ont une différence visible et donc ont tout un parcours déjà, une grosse expérience avec le regard des autres, ces médias-là, ça peut les mettre en difficulté, d'autant qu'ils ne peuvent pas être acteurs du regard de l'autre. Sur les réseaux sociaux, j'avais subi du harcèlement. Je m'étais disputée avec mes anciennes meilleures amies en 4e. C'était une dispute qui était de base un peu infantile, sauf qu'elle allait beaucoup plus loin. J'avais reçu des menaces sur des réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, puis c'était surtout des comptes anonymes, donc on pouvait pas retrouver la personne. Je suis en colère après par rapport à ce genre de méchanceté que j'ai pu recevoir, mais par derrière j'étais aussi très très triste. C'est-à-dire que je m'énervais pour la façade, un peu la défense, mais c'est vrai que quand j'étais toute seule, ça tue le moral et c'est un peu dur. J'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis au collège et ça a été l'une des épreuves les plus compliquées et je m'étais retrouvée à un point où j'étais vraiment toute seule. C'est-à-dire que je passais mes récréations aux toilettes, je passais réellement mes récréations entières aux toilettes. Et c'était compliqué, vraiment. Entre les 6e qui essayent de forcer la porte. Ah, Clémence.
Il n'y avait pas de pause. C'est-à-dire que dès que j'entendais la sonnerie, je courais jusqu'à mon rang. Je me mettais toute dernière. En classe, j'étais toute seule. J'avais pas de partenaire. Ou encore, quand il y avait des travaux de groupe, je me retrouvais à poireauter en attendant que soit le prof me désigne dans un groupe. Et puis quand je voyais tous les regards, oh non. Les gens, quand ils disent qu'ils sont seuls, qu'ils n'ont pas d'amis, ils se rendent pas compte ce que c'est réellement d'être seul. De se retrouver avec son plateau à la cantine, à pas savoir où aller. C'est-à-dire avec qui je vais manger, à quelle table, où on essaye de se demander avec quelles personnes ils vont moins regretter notre présence. C'est dur, hein. Ça a été une très grosse période où finalement, dès que je rentrais dans le self avec mon plateau et que je commençais à me dire elle, peut-être qu'elle va râler si je viens avec elle, blablabla, je terminais en crise d'angoisse et je mangeais pas et ouais, c'était ça tout le temps. On entend parler de nous dans les couloirs, les rumeurs, parce qu'en réalité tout le monde me collait une étiquette, tout le monde savait qui était Clémence, mais personne n'a voulu la comprendre, personne n'a voulu... On peut dire que j'ai appris le mot solitude, ça c'est une certitude, ouais. À l'heure actuelle, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais que la moitié, ils ont fait ça parce que c'était des suiveurs. Donc ils ont suivi les 2 personnes qui marcelaient pour être cool, pour pas apparaître, pour pas se faire exclure du groupe. Je me sentais inférieure parce que personne s'intéressait à moi, tout le monde avait des a priori avant de me parler et beaucoup de gens m'ont pas intégrée à cause de ma malformation. Les gens, quand ils rabaissent, ils prennent un ton et un air supérieur. Du coup, toi, tu te dis, ah ouais, je suis peut-être inférieure à eux, finalement. J'ai peut-être cette différence fait que je suis inférieure à ces personnes-là qui sont normales et dans la case de la normalité. Qu'est-ce qu'on ressent quand on regarde un visage différent ? Je dirais qu'il y a peut-être deux grandes idées qu'on pourrait dire. Il y a accepter quelque chose qui est différent de nous, qui est étrange, étranger. Voilà, notre capacité à accepter l'étrange et l'étranger en l'autre et en soi, en fait. Quand il y a un visage qui est très différent, ceux généralement qui sont capables d'accepter, c'est souvent des personnes qui sont aussi capables d'accepter ce qui est un peu moins, ce qui est pas parfait en eux. Les gens qui sont très exigeants avec eux-mêmes, qui n'acceptent pas l'imparfait, souvent, ils n'acceptent pas l'imperfection non plus chez l'autre. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça de l'étrange, de l'étranger. Et puis après, il y a toutes les sociologues, les neurologues qui peuvent avoir aussi des avis sur comment notre cerveau il fonctionne face à un visage qui est pas attendu. C'est-à-dire que finalement, dans la relation avec quelqu'un qu'on rencontre, on réfléchit pas. Voilà. Et on s'attarde pas sur le visage, on est dans la relation, il y a des regards qui circulent, mais ces regards, ils s'attardent pas, ils s'accrochent pas, ils fuient pas. On fait quelque chose de naturel dans ces échanges de regards. Et finalement, quand on rencontre un visage différent, notre cerveau, il a besoin d'un temps pour assimiler cette information. Et ça, c'est un article récent que j'ai lu là-dessus, et je me suis dit, mais oui, c'est intéressant ça. C'est-à-dire que certains jeunes disent que quelquefois on les fixe du regard, et que ça, c'est gênant.
Et finalement, de se dire qu'en fait, il y a de la curiosité, mais souvent, quand le regard fixe, c'est pas de la curiosité. C'est un temps où les gens, ils ne sont pas conscients qu'ils font ça, mais probablement qu'il y a quelque chose comme ça il faut laisser un temps au cerveau pour assimiler, essayer de comprendre, c'est quoi ça, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a, voilà. Et il y a un truc qui mouline à ce moment-là et où la personne ne s'aperçoit pas, mais elle fixe l'autre. Et souvent, donc, je dis aux jeunes, faut pas te laisser, en fait, ils te regardent pas toi. C'est pas du rejet. Souvent, ils fixent et on sent qu'ils ne voient plus la personne qu'ils sont en train de regarder. Ils regardent juste ta bouche ou ils regardent juste ton nez. Donc, souris, dis bonjour et souvent, la personne, elle va dire « pardon, oui, bonjour ». Il y a quelque chose qui se passe aussi, je pense, d'assez... notre cerveau, je pense qu'il a besoin d'un temps, parfois, pour assimiler une information qui est pas attendue. C'est un peu la cocotte minute, c'est-à-dire que je réprimais toujours cette sensation d'être différent et de ça, j'essayais de l'oublier, je l'enfouissais quelque part au fond de moi. Et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que même maintenant, plusieurs années après, ça ressort quand même. Mais oui, moi ma stratégie c'était oublier le fait que tu sois différent, agis comme tu es, comme tu voudrais agir. Et puis de toute façon, si les gens avec qui t'as envie d'être ami sont vraiment des gens gentils, des gens sympas qui te veulent du bien, ils te verront pour qui tu es et pas pour le mec qui est né avec une forme de lame palatine et qui du coup qui a une lèvre bizarre quoi. C'est pas super sain de toujours réprimer toute cette angoisse qu'on a et de la mettre au fond de soi, mais j'ai beau avoir réprimé ça au fond de moi, c'est sûr qu'il y a toujours des fois où ça ressort et du coup il y a toujours des fois où on peut pas oublier éternellement qu'on a ça.